avoir 30 dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est pleine gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Oh, j'ai libéré les deux tourtereaux. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Français, Belges, fans d'Herbert Minet, de Dragon Ball et membres de la communauté de l'anneau, voyageurs en DeLorean et parrains de la mafia. Bonsoir à toutes et à tous. Il est exactement 22h01 et vous êtes bien sur Radio Ems en direct live pour l'épisode 3 de la rencontre, des rencontres du troisième geek. Effectivement, c'est une première en live, confinement oblige. Mais comme le dit le poète, il faut voir une opportunité dans chaque difficulté. En ces temps troublés, heureusement qu'il nous reste des choses pour nous sortir du quotidien. Monica Bellucci disait « La culture, c'est ce qui fait l'humain ». Le secteur culturel est l'un des plus touchés par les restrictions dues au Covid. Les musiciens sont débranchés, les acteurs répètent sans jouer. L'ensemble des créateurs et artistes se désespèrent face à des mesures parfois incompréhensibles et d'autres totalement absurdes, comme le port du casque chez les kamikazes japonais. Parlons culture alors, pop culture. Aujourd'hui, nous allons comme d'habitude aborder deux grands sujets. Le premier fera sourire et je le concède bien volontiers. Autopsie des années Dorothée. Que retenir de cette vaste période? Un bon nombre d'entre nous aura peut-être ce sourire gêné en évoquant ces émissions que beaucoup de trentenaires et quarantenaires regardaient. Mais il reste à déterminer l'impact culturel que l'on peut encore retrouver aujourd'hui. En deuxième partie, nous évoquerons ensemble les meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Il sera même possible de faire un classement des meilleures trilogies avec bien entendu la même mauvaise foi qu'un joueur arrivant dernier à Mario Kart. Il y aura aussi la séquence Michto pas Michto ainsi que le coup de cœur des invités. Nos invités, parlons-en. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui deux invités, Léo et Julien. Donc, Léo, bonsoir. Bonsoir. Non mais je suis très contente d'être là ce soir et de participer à ton émission. Voilà. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter, même si tu es quelqu'un connu dans la radio? Alors, du coup, je suis Léo, j'anime l'équipée sauvage effectivement avec Franck, Laure, Marco et tous les nombreux invités qui ont bien voulu être avec nous sur cette émission. Je fais également les chaos sociaux qu'on peut écouter 2 fois par semaine et du coup, ma passion, si on peut le dire comme ça, c'est la radio. Mmh. Eh bien, bienvenue dans cette émission en live. Julien, bonsoir Julien. Bonsoir. Je me présente. Moi, c'est ma première fois dans cette magnifique émission. Donc moi, je suis connu sur les internets sous le nom de Juju, donc Juju collectionneur de Cardass. Je suis un peu un influenceur dans le monde de la trading card japonaise et j'ai un blog, on me trouve sur YouTube, on me trouve sur des podcasts qui parlent surtout de ces thèmes-là. Voilà. Très bien. T'habites à Montreuil aussi, et Léo aussi. Bien sûr. Oui, on est tous les deux montreuillois depuis toujours, si j'ai bien saisi ce qui s'est passé en off. Voilà, sinon on n'aurait pas eu le droit d'être ici. Ouais. Tout à fait, c'est un laissez-passer, on avait bien compris. Merci Jérôme, merci. Mais écoutez, en tout cas, on enregistre ensemble, chacun chez soi. Et comme quoi, c'est toujours possible de se débrouiller avec les moyens du bord. On va aussi saluer Franck, qui sera notre Pat Le Guen. Coucou. En un peu moins breton. C'est mignon. Ah, c'est le Pat Le Guen. Ah, Pat Le Guen, quel honneur, merci. C'est trop chou. Au moins, c'est ça. Alors, on va passer tout de suite à notre premier sujet, donc jingle sujet 1. Sujet 1 aujourd'hui, autopsie des années de Dorothée, le club Dorothée. Alors, on va pouvoir un peu en discuter, de voir qu'est-ce qu'il en reste de ces émissions-là, mais avant, je vais rappeler quelques éléments. Donc, c'est une émission qui passait sur TF1, le club Dorothée, en 1987 à 1997. Donc, c'est une émission qui est la conséquence de la privatisation de TF1, parce que Dorothée avant était sur la 2, sur le service public pendant 9 ans, et quand TF1 a été privatisé, ils l'ont appelé. Et il y avait à la base 3 émissions, les mercredis matins, le mercredi après-midi et le dimanche matin. Et donc, ça faisait jusqu'à 30 heures d'émissions hebdomadaires Dorothée. En fait, ces programmes jeunesse ont
ont été créés pour concurrencer les programmes de la 5, de ce cher Berlusconi. Et donc, juste pour rappeler les principaux programmes dont on parle encore à l'heure actuelle, il y avait J'aime les hologrammes, Jace et les combattants de la lumière, les mini-pouces, et ensuite il y a eu d'autres mangas qui sont enfin les premiers mangas ou en tout cas qui ont une résonance un peu au niveau sociétal, on va dire, avec l'arrivée de Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Radma et Bioman, Nicky Larson, Sailor Moon, Ken le Survivant. Ensuite, Princesse Sarah, Max et compagnie. Bon, je pourrais en citer encore beaucoup. Alors, je vais vous donner la parole. Léo, qu'est-ce que tu pourrais dire ton premier avis général sur le Club Dorothée? Qu'est-ce que tu en retiendrais comme ça? Alors, moi, faut savoir que quand même, comme tu l'as rappelé, ça a commencé en 87. Moi, je suis née en 85. Très clairement, moi, j'ai été biberonnée, au Club Dorothée. Enfin, je crois que c'était ma nounou numéro 1. Je crois que mes parents me collaient devant la téloche et hop, je bougeais plus pendant 8 heures d'affilée. Le mercredi, c'était pratique. Donc j'ai à peu près, je garde en fait quelque part. Je vais essayer d'être critique. Je vais essayer d'être, voilà, et de, on va dire, retirer de moi l'espèce de Madeleine de Proust que ça crée quand on dit Club Dorothée, parce que vraiment j'ai grandi avec ça. J'ai, je crois, tout regardé. J'ai vraiment aimé ça enfant. Je veux dire, c'était vraiment mon rendez-vous du mercredi. Je ne vivais que pour ça. Enfin, c'était assez dingue. Donc voilà, une vraie enfant de la télé, une vraie enfant du Club Dorothée. D'accord. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu peux dire quand on te dit Club Dorothée? C'est quoi le... Bon, après, c'est particulier aussi pour toi, mais vas-y, je te laisse. Alors, donc en fait, donc je vais aussi parler historiquement de mon point de vue. Donc moi, je suis né en 87, donc vraiment en septembre 87 comme le Club Dorothée. Donc effectivement, j'ai pas vu son arrivée. Pour moi, c'est quelque chose qui existait toujours parce que c'est sorti quelques jours avant ma naissance. En fait, donc du coup, c'est vrai que, alors j'estime aussi avoir eu cette chance. Alors je sais pas si c'est vraiment une chance, mais d'avoir grandi en fait au milieu des années 90, c'est-à-dire que en fait j'ai pu profiter à la fois de deux monstres entre guillemets que sont le Club Dorothée et les Minicums. Donc du coup j'ai pu avoir cette vision-là. Et en fait moi ce qui m'est resté du Club Dorothée, ce sont surtout en fait les séries animées. C'est-à-dire que Club Dorothée c'était pas que des dessins animés, il y avait 5 animateurs qui étaient un peu des stars auprès des enfants à l'époque, avec Dorothée qui faisait des concerts avec son groupe Les Musclés, etc. Et en fait, moi, ce qui m'est resté, c'est vraiment les dessins animés, et je me suis réintéressé à l'équipe de Dorothée et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'émission en elle-même, au-delà des dessins animés. Vers 17-18 ans, quand je me suis un peu réintéressé à ce qui concernait ma jeunesse, donc après la crise d'adolescence où on se met à écouter du rap et s'intéresser plus aux filles que à des choses qu'on aimait quand on était gamin. Et donc du coup, c'est en fait a posteriori que je me suis réintéressé à tout ça, à Premier Baiser, Christophe Ripper, etc. Donc c'est vrai que j'ai une vision un peu morcelée du Club Dorothée. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, en fait, si toutes les productions de Jean-Luc Azoulay, c'est-à-dire Premier Baiser, Hélène et les garçons, etc., qui étaient diffusées effectivement pendant le Club Dorothée, avant, après, enfin, je sais plus. Enfin, il y avait un espèce de métilipote, effectivement. Il y avait un brouhaha tout se mélangeait un peu dans les émissions, les concerts, les machins. Enfin, les stars venaient chanter. Enfin, les acteurs venaient chanter. Enfin, c'est des stars pour nous à 8 ans, mais voilà. Du coup. Voilà, est-ce qu'il y avait vraiment deux prods séparés ou est-ce que c'était vraiment la même prod? Moi, c'était ma question. Alors moi, je peux te répondre. En fait, le truc, c'est que derrière le Club Dorothée, il y a AB Productions. Donc AB Productions, ouais. C'est Claude Berda et Jean-Luc Azoulay. Donc du coup, qui étaient en fait des mastodontes de la production télévisuelle, et qui ensuite ont sorti qui ont fait en même temps leur production musicale. Ils ont commencé dans les années 80 en fait avec Dorothée. C'est eux qui ont décidé de faire Dorothée une star et qui ont fait du coup de Dorothée une star. D'accord. Et en fait et après les rôles étaient bien séparés. C'est-à-dire que Azoulay, lui, c'était plus le côté artistique, créatif, et Berda, lui, c'était tout ce qui était vraiment gestion d'entreprise, etc. Et c'est vrai que en fait tout ce qu'il y a, tout l'univers Dorothée, etc.,
en fait, c'est Jean-Luc Azoulay qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il suffisait de regarder toutes les productions de sitcoms du Oui, Club c'était Dorothée, lui. etc. Où en fait le scénariste à chaque fois c'était Jean-François Porry, et Jean-François Porry en fait c'était un pseudo de Jean-Luc Azoulay, et c'est lui aussi qui écrivait les paroles des chansons de Dorothée, des Musclés, c'est lui qui faisait tout. Justement, moi, je voudrais revenir un peu parce que bon, vous avez directement enchaîné, et c'est très bien parce qu'on voit que ça part à peu près de ces deux personnes. Moi, je voulais juste pointer l'aspect un peu bloc, c'est-à-dire espèce de monopole, même si un truc qui a un peu un rouleau compresseur, qui a un peu simplement en vous écoutant, hein, mais c'est comme si les enfants étaient devant la télé le mercredi matin, le mercredi après-midi, et comme si il y a quelque chose d'ultra fédérateur avec peut-être de peu d'alternatives, on va dire, à la télé, et on a l'impression que c'était après du gavage. On en reviendra sûrement après, mais c'était une espèce de bloc un petit peu comme ça, avec les mêmes personnes qui revenaient le mercredi matin, le mercredi après-midi et le dimanche matin. Alors avec des programmes je pense qu'avec le recul, on pourrait dire douteux, mais justement, je sais qu'on a un peu. Ah oui, clairement, moi, je le dis, et j'ai voulu en parler aussi pour ça, parce que on pourrait faire 20 minutes à se moquer du Club Dorothée et dire à quel point ça peut être niais, et on emploiera le mot japo-niaiserie comme il y a pu y avoir en une de Libé à un moment. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse séparer l'aspect fiction, l'aspect manga, parce que Je suis d'accord. Parce c'est que pas la même chose. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui reste maintenant? Bon, certains fans encore des Musclés et d'autres trucs, parce que il y a toujours un espèce de revival comme ça, et ce qui fait que ces gars-là continuent à tourner, notamment Bernard Minet, dans un truc un peu nostalgique. Mais il y a énormément de fans des mangas. Et donc, en tout cas, ce que j'entends moi déjà en premier, c'est l'aspect, on est assis et les heures passent. Et tout à l'heure, j'avais la statistique que j'ai pu trouver, c'était sur les 30 heures de programme dans la semaine. Alors, je voudrais revenir un peu sur les critiques qui ont été faites sur tout ce qu'étaient les programmes. Alors, pour parler très rapidement, en 1989, il y a l'arrivée de Ken le Survivant, alors qu'on connaisse ou pas, mais c'est juste que c'est un dessin animé qui était jugé violent. Et j'ai lu que AB Productions avait même embauché des psychologues pour adapter les dialogues. En 19... Ils ont fait du bon boulot. Oui, bravo, franchement, c'était formidable. Ensuite, il y a eu l'intervention du CSA en 1990 parce qu'il y avait Muscleman, je crois, c'était ça. Ou en tout cas, il y avait des soldats nazis dedans qui étaient diffusés, et il y a eu beaucoup de censure et beaucoup de mauvais doublage à l'époque. Alors ça, c'est la partie manga, et puis il y avait d'autres choses aussi qui étaient un peu bon, moi je vais dire niais, mais je veux savoir qu'est-ce que vous pensez en près de toutes ces fictions. Alors je vais en rappeler quelques-unes, hein. L'apparition des Musclés 1989, On est baisé 1991, Hélène et les garçons 92, Les filles d'à côté 1993. Après je me suis arrêté parce qu'il y en avait trop. Oui. Vous en gardez quoi de ça? Tu veux qu'on parle d'abord de manga ou tu veux qu'on parle d'abord des séries? Parce que non, des séries, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les séries. Voilà, c'est ça. Bah, les mangas, après, moi, je sais pas, effectivement, moi, j'ai grandi avec. Alors, est-ce que ça a fait de moi, je sais pas, quelqu'un avec beaucoup d'humour, vu que les dialogues étaient effectivement succulents, et merci aux psychologues, visiblement, d'avoir doublé, ou en tout cas réécrit les dialogues à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même quelque chose, je trouve, quand on les regardait, enfin, même moi, enfant, j'arrivais quand même à saisir le second degré, donc peut-être que effectivement leur travail n'était pas vain. Après, c'est vrai que ça faisait beaucoup de violence. Il n'y avait pas que Ken le Survivant, il y avait quand même Dragon Ball Z. Si on remet les choses dans leur contexte, c'est des gens qui se battent perpétuellement. Enfin, c'est-à-dire que ils ne font que ça. Sur, je sais pas combien de saisons d'ailleurs Dragon Ball Z. Moi, il y a un moment j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Mais enfin, c'est effectivement c'est très violent. C'était des choses. Après, c'est tourné aussi dans une certaine optique vers les arts martiaux, vers quand même une certaine. Enfin. Après, c'était beaucoup censuré. C'est très compliqué, en fait, ce qu'on avait, nous, en France, comparé à ce qui existait ailleurs. Et pour en faire les transformer pour des programmes pour enfants. Il y avait quand même, effectivement, enfin, même Nicky Larson, qui a été complètement transformé pour le public français, adapté. Enfin, voilà, on n'a pas vu le quart de la moitié de ce qui s'y passait réellement.
même si on avait quand même des indices. Moi, ce que je ressors entre guillemets de tout ça, si c'était bien ça ta question, Jérôme, hein, j'ai peur de m'écarter un peu. Et c'est, oui, on voulait parler parce que pour aller dans ton sens, ce qui s'est passé. Après, je te donnerai la parole à Julien parce que t'es un peu plus calé que moi pour en parler de ça. C'est que à un moment, TF1 s'est mis à acheter en gros des mangas, énormément de mangas, sans pour autant vérifier les choses. Donc il y a eu du bon, du mauvais, et surtout, ce qui est le cas maintenant et qui était un petit peu moins le cas à l'époque, c'est que maintenant il y a des mangas pour différentes âges de la vie. Et alors qu'avant, on a l'impression qu'il y avait le manga, c'était un peu un seul type. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Julien? Alors, en fait, donc déjà, je vais juste revenir. J'aimerais aussi, donc du coup, commencer par juste les séries, les sitcoms donc de AB qui étaient dans le Club Dorothée. Donc, en fait, tu parlais effectivement de tout un bloc où en fait l'enfant passait toutes ses journées devant le Club Dorothée. Donc c'est vrai que le Club Dorothée en fait c'était une famille. C'était une famille. À la fin de chaque épisode, on nous souhaitait notre anniversaire. Enfin quand c'était notre jour d'anniversaire, c'était vraiment une famille. Et en fait, c'était tes membres, hein, faut pas déconner. Oui, hein. Moi je l'ai cherché longtemps mon nom, hein, je l'ai jamais trouvé. J'avais pas la carte. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les séries, les sitcoms, en fait, c'est toute une même famille. C'est-à-dire que les musclés, leur nièce, c'est Justine. Justine, c'est l'héroïne de Premier Baiser. La grande sœur de Justine, c'est Hélène. Hélène, elle a sa série, c'est Hélène et les garçons. Le miel et les abeilles, c'est Lola, c'est la cousine de Hélène et Justine. Enfin, c'est toute une famille. Et en fait, on fait partie d'une famille. Et en fait, ces séries-là, elles ont été créées parce que, en fait, lors de son lancement, TF1 avait surtout des programmes américains et en fait, le CSA imposait un pourcentage de production française. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils se sont mis à créer toutes ces séries-là, donc pour avoir donc des productions françaises et juste aussi donc pour parler un peu de tout ce qui était alors là, on va revenir sur les séries animées japonaises, mais tout ce qui était violence, etc. Donc en fait, il y a une croyance selon laquelle en fait ce serait Ségolène Royal qui aurait fait stopper le Club Dorothée, mais en fait c'est totalement faux. Si le Club Dorothée s'est arrêté en 97, c'est parce qu'en fait les AB Productions avaient une mainmise trop importante sur la grille de programme de TF1 et en fait TF1 a souhaité se débarrasser de AB. Et en fait, ils ont leur prétexte, c'était que AB en fait venait de mettre la main sur la chaîne de télé TMC et donc du coup ils étaient aussi puissants en tant que concurrents de TF1. Du coup, pour revenir sur les séries animées japonaises, effectivement, donc il y a toute cette violence qu'on voit par exemple dans Ken le survivant. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, l'anecdote qui est assez marrante, c'est que dans Ken le survivant, les doubleurs étaient tellement choqués par le texte japonais qu'en fait ils se mettaient à improviser devant en enregistrant. Donc ça c'est assez marrant, c'est pour ça qu'on se trouve avec des couteaux de cuisine, etc. Mais aussi ça explique aussi en fait cette violence entre guillemets et tout ce côté adulte des séries animées japonaises. Ça explique aussi pourquoi les séries animées japonaises ont beaucoup plu aux enfants de l'époque, parce qu'à l'époque en fait les dessins animés pour les enfants, enfin pour les jeunes et les enfants, ça le prenait en fait vraiment c'était infantilisant. Et en fait ils se retrouvaient enfin on s'est retrouvé enfin face à des émissions qui parlaient aux enfants, mais un peu comme à des adultes en fait. Et du coup, c'est ça qui a vraiment fait que la série animée japonaise et le manga a super bien marché à cette époque-là. Moi, je reste, juste un mot, et après je te donne la parole. Moi, je reste quand même persuadé qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément adaptées, qu'on peut pas laisser comme ça, mais oui, c'est sûr. Ça en fait pas non plus des tueurs en série, mais voilà. Léo, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que effectivement le procès qu'on a fait pendant toutes ces années-là, c'était effectivement que c'était trop violent et que du coup, est-ce que ça rendait violent les enfants? C'est comme les jeux vidéo qui rendent violents les enfants. Est-ce que machin, etc., etc. Je ne sais pas. En fait, je pense que cette question, on n'est pas spécialement calé pour y répondre comme ça. Ce qu'on peut, en tout cas, en dire, c'est que ça n'a pas fait de nous enfin, en tout cas, il y a des gens qui s'en sont sortis. Hein, on n'est pas anormaux et on est normalement constitués. Tout le monde ne s'en est pas sorti. Oui, tout le monde ne s'en est pas sorti, mais dans une époque comme aujourd'hui, tout le monde ne s'en sortira pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Alors, est-ce qu'on accuse ça? Est-ce qu'on accuse les jeux vidéo? Est-ce qu'on accuse les mangas?
manga? Est-ce qu'on accuse autre chose? Je suis pas certaine en fait que la réponse soit forcément là. Est-ce qu'il faut pas la chercher ailleurs? Parce que incriminer effectivement ce type de programme qui, moi, je me fais un peu l'avocat du diable. Effectivement, j'y ai passé tous mes mercredis et mes dimanches avec pas de pitié pour les croissants et compagnie. C'était stupide. Ça me faisait pouffer de rire. Mais du coup, j'ai un humour à toute épreuve, tu vois, et je m'en sors très bien dans la vie, donc tout va bien. Non, mais voilà. Est-ce que c'est ça qui fait que les gens ont été on va dire plus violent ou pas, je ne crois pas. Je crois aussi que c'était des transformations sociétales qui étaient plus importantes que ça et qui ont été, entre guillemets, aussi un peu accolées à ça. Je ne dis pas que l'effort, on va dire, pour proposer ce type de programme à la jeunesse était parfaitement fait et malgré les psychologues, etc., ce n'était pas parfait, ça c'est certain. Il aurait peut-être fallu en faire plus, mais ce n'est pas que ça qui a produit des gens violents ou ce genre de choses. Je crois qu'il faut voir plusieurs trucs. On est bien d'accord. Il reste quelques minutes pour ce débat-là. Julien, est-ce que je peux te demander, on va dire, est-ce que tu peux me ressortir 3 séries ou 3 dessins animés ou 3 programmes? Je vais faire large, comme ça je t'oriente pas uniquement sur les mangas, que tu pourrais conseiller aux éditeurs en se disant ce truc-là ça a pas trop mal vieilli et ça peut soit je peux le regarder encore parce que c'est pas trop débile ou soit je peux le faire regarder à mes enfants. Donc Dragon Ball c'est vraiment la base, c'est vraiment le manga shonen neketsu, c'est-à-dire en gros manga d'aventure pour jeunes garçons qui n'a pas pris une ride et qui se lit aujourd'hui aussi bien qu'à l'époque, ou qui peut se voir aujourd'hui aussi bien qu'à l'époque. Alors il y a un grand classique de l'époque qui est les Chevaliers du Zodiaque, donc Senseiya, qui pour moi quand même assez mal vieilli. Déjà à l'époque ça faisait un peu vieillot. Les filles étaient pas en reste, donc avec Sailor Moon qui avec des héroïnes pour les filles, parce que c'est vrai qu'il y avait des séries un peu pour tout le monde à l'époque dans le Club Dorothée. Sinon une autre série qui a bien vieilli et qui peut être regardable aujourd'hui, même lisable aujourd'hui, c'est Nicky Larson ou City Hunter en VO, qui est où en fait on suit du coup les enquêtes d'un détective privé tous les jours. C'est assez cool. Vas-y Léo. Moi je rajouterais les Cités d'Or. Tu peux en avoir 3. Hein. Ouais, je peux en avoir 3. Donc pour moi ce serait les Cités d'Or, Ulysse 31 et pour un public un peu plus vieux, Cobra. Voilà. Alors mais c'était pas dans le Club Dorothée. Oui, c'est ça, parce que en fait j'ai tout un listing avec et justement il y a beaucoup de choses. Bon, on va dire sur la génération Dorothée, on va rester les mêmes. Effectivement, on était dedans parce que moi j'avais aussi des trucs que j'avais adoré. Les Cosmo 4, c'est 86, donc c'est avant TF1. Cobra, Bibi Phoque, Albator 84, L'île au trésor, Mimi Cracra, Pac-Man. Et il y a quand même du lourd. Il y a quand même des trucs qui sont intéressants et quand t'es parti tout seul, fais gaffe, Jérôme, il est parti tout seul. Tu l'avais bien préparé, celle-là. Bon, en tout cas, on espère qu'on vous a un peu pas rafraîchi la mémoire, mais en tout cas, c'est important de pouvoir avoir un regard critique sur les choses. Effectivement, qu'on avait l'impression qu'on regardait et qu'on prenait tout en bloc. On peut avoir un regard d'adulte dessus et tout n'est pas acheté, mais voilà, ça marque vraiment une époque de Monopole, de Dorothée, et maintenant il y a une pléthore de choses, il y a même des chaînes spécialisées pour les enfants. On va passer à l'autre série, la séquence Misto, pas Misto, jingle. Misto, pas Misto. Misto, pas Misto. Alors, j'ai une série de news que j'ai récupéré sur internet. Alors ça parle de séries, de jeux vidéo et de cinéma. Alors on l'a fait un peu en rapide, c'est-à-dire que je vous donne la news, je vous dis c'est Michto si vous trouvez ça intéressant, ou Michto c'est on s'en fout et c'est pas mon truc. On y va, c'est parti. Alors premièrement, la série The Crown revient le 15 novembre avec l'agent Scully qui joue le rôle de Margaret Thatcher. Est-ce que vous aimez la série The Crown? Michto. Jamais vu. Michto, Léo? Ah ouais, oui. Elle est énorme cette série, elle est vraiment bien réalisée, et elle se laisse voir vraiment toute seule. Enfin, c'est vraiment bien. Oui, The Crown sur Netflix. Michto pas Michto, il va y avoir une nouvelle série des Tiny Toons produite par Spielberg et un retour des Animaniacs aussi. Michto. Les Animaniacs c'était assez cool. Bah ouais, les Animaniacs c'était pas mal, mais moi ce que je préférais dans les Animaniacs en fait c'était les pigeons mafieux, donc je sais pas.
Ils vont peut-être revenir. Ouais. Bah, en tout cas, si ça marchait, ça va peut-être revenir. Et c'est toujours produit par Spielberg. Michto pas Michto, en 2021, il va sortir un anime dans l'univers de Pacific Rim sur Netflix. Vous connaissez Pacific Rim? C'est Non. des gros robots contre des lézards C'est trop géants. bien. Non, non, Julien, Ah, ça si. te dit rien? Non, jamais vu. Enfin, je connais de nom, mais C'est Guillermo del Toro? Oui, c'est ça, il me Ouf. semble. Oula, peut-être que j'ai dit une grosse Mais- bêtise. non, attends, et de toute façon, il y a aussi des BD, non? Il y a aussi des... Ah, mais après, il y a un univers étendu, mais je crois qu'à la base, c'est un film. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu les films et qui étaient pas mal. Ah, important, là, ça va vous plaire. Sur Peacock, donc c'est Michto pas Michto sur Peacock aux États-Unis. Il y a une reboot de la série Sauvé par le Gong qui va sortir le 25 novembre et c'est les enfants des personnages qui vont en même lieu que Michto pas Michto. entre les deux. C'est Non, mais pas Michto. pas Michto? Non, mais Bah, c'est juste comme leur... par curiosité. Oui, par curiosité, mais c'est comme leur reboot de Beverly Hills. C'est Exactement. on est à la 8e, 1000e saison des Mystères de l'amour d'Hélène et les garçons. Il y a un moment, faut arrêter de... Enfin, ça, Mais, c'est drôle, mais c'est plus drôle. bon, en tout cas, c'est sur Peacock. Bon, là, c'est un site de streaming payant. Michto pas Michto, Tim Burton va produire une série autour de la famille Addams avec Mercredi Addams en personnage principal, mais à l'âge adulte. Une série famille Addams. Je dirais Michto. Michto 2. Ah, Michto 2. bon, vous voyez pas, mais Franck, il fait l'amour. Tim Burton quand même. Ah bah oui, Tim Ouais, Burton, ouais. famille ça Addams. vaut le coup. Ouais, Ah oui. ouais, ok. Ouais, mais mercredi en adulte, non. Bah justement, tu rigoles, c'était la meilleure de la famille. Ah oui. Bah Mon oui, mais préféré, c'est Burton. oui, mais c'est mieux pas en adulte, je sais pas. Ouais, mais bon à voir. Moi, voilà. Bon, moyen Michto, c'est Julien, il a inventé le moyen Michto. Michto pas Michto, Cyberpunk 2077, il sortira en décembre. C'est un jeu tant attendu par les fans sur PlayStation. C'est un jeu de Cyberpunk, non? Bon, moi pas Michto, hein, parce que je l'attends. NSP. NSP? Ouais, pareil. Michto pour le thème, mais après, comme j'ai pas la console. Michto pas Michto, Amazon annule sa campagne pré-Black Friday à la demande du gouvernement. Bon, ça on peut dire que c'est bien parce qu'ils se font un peu moins de thunes. Bon, voilà, je demande pas votre avis, je pense que vous serez d'accord avec moi. Bah, pas Ouais, Michto, parce carrément. ouais, mais on parle d'eux encore, donc. C'est vrai. Ouais, mais si on en parle pour dire que des trucs comme ça, moi ça me va. Alors, on va en parler encore des mastodontes parce que Disney+, Netflix et Amazon, ils vont devoir investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires en France dans des productions d'œuvres françaises. Je t'en parlais tout à l'heure, Julien, avec la loi qui a été faite. Voilà, c'est une demande de Roselyne Bachelot. Et quand Roselyne Bachelot demande des trucs, elle obtient. Ah, Ouais. C'est comme ces vaccins. C'est comme le vaccin, les masques. Bon, c'est une bonne mesure ou pas? Bah, ça va sûrement faire des navets, donc Michto. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les trucs de série Z comme La Révolution qui viennent de nous sortir, là, c'est pas mal. Ah, c'est mon coup Donc, Ah, tu m'as fait peur, c'est Ah, mon coup de cœur tout à l'heure. Alors, ah non, j'ai détesté, cherche pas. ah bah, je cherche pas, ce sera mon coup de cœur quand même. Moi, j'ai le droit. Non, mais t'as le droit. Mais voilà, on en parlera. On en parlera. On sera pas d'accord tout à l'heure. Michto, un YouTuber a réussi à fabriquer un sabre laser à plasma qui peut découper du métal. Et moi, j'ai vu la vidéo, c'est bien. Alors, Moi, j'ai dit oui. tu dis oui, Julien? Bah, c'est rigolo, Michto, vas-y, ouais. Bah, Ah, ouais, grave Michto, grave. Non, mais à quand l'overboard, les gars? À quand l'overboard? Putain, oui. merde. Mais là, le sabre laser, il y a quand même un truc, il y a tout un sac à dos derrière avec un système. C'est pas le truc que tu tiens dans la main et que tu ranges, Non. machin. Ouais, c'est pas. C'est plus comme SOS Fantôme, quoi. Oui, C'est ça. on est plus proche Ouais, de ça. voilà. Et ça découpe de la viande aussi. Bon, ça peut découper aussi du tofu ou d'autres choses pour nos amis véganes, bien entendu. Michto pas Michto n'ira pas de suite à Retour vers le futur parce qu'ils ont dit que Marty McFly. Bah non, mais moi, je trouve ça bien. Faut s'arrêter quand on est bien. Non, moi, je veux une suite, pas Michto. Pas Michto. Bon, une dernière news en tout cas qui m'a plu, c'est que Ridley Scott va faire un biopic de Napoléon avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon. Yes. Et généralement Michto. Bah, Michto, Ah ouais. Joaquin Phoenix, ouais. Michto. Ah oui. Ouais. Et Ridley Grand- Scott. Ah ouais. Ridley Scott. Et en tout cas, on espère que Joaquin Phoenix le voit encore beaucoup dans des super films comme le Joker, peut-être une trilogie. Donc, c'est le moment de passer à notre grand sujet 2, la trilogie. Donc, jingle, sujet 2. Jingle, sujet 2. Alors, deuxième grand sujet, les trilogies, voire battle de trilogie, parce que
on s'est dit que ce serait bien. On avait discuté un peu en préparant l'émission avec Julien de pouvoir un peu broder sur un mot. Alors, et on s'est arrêté sur la trilogie parce que c'est un peu un quelque chose qui revient un peu. C'est surtout dans le cinéma et en littérature, mais on voulait voir s'il n'y avait pas d'autres choses qui pouvaient être considérées comme des trilogies, et notamment la mauvaise foi des fans de films, surtout quand il y a beaucoup de films à la suite et on dit que non, celui-là, ça ne fait pas partie des trilogies. Non, je ne parle pas uniquement de Star Wars. Donc, juste un mot concernant. Il y a un problème avec Star Wars, Jérôme. Non, on peut pas faire une émission sans parler de Star Wars. Bah oui. Et sans rappeler à quel point les fans de Star Wars sont les plus relous du monde. Ça, c'est mon avis. Ah, donc, trilogie, l'origine du mot, ça vient de l'Antiquité grecque. Oui, parce qu'ils sont jamais contents. Non, mais tu fais un point Godwin de ta propre émission et après tu les... Ok. C'est pas mal comme concept. C'est un concept. Donc, la trilogie, ça vient de tri, en latin, en grec, ça veut dire trois, et logie, qui veut dire discours. Donc, ne pas confondre avec la duologie, qui est une série de 2, et une quadrilogie, qui est une série de 4. Sans autre transition. Oui, merci, Franck. J'ai envie d'aller un peu de but en blanc comme ça. Bravo, si je vous dis trilogie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier, Julien? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit de trilogie? Alors, je vais dire un truc qui vient en premier. Moi, c'est totalement la trilogie Christophe Ripper. Donc, c'est 3 albums sortis dans les années 90. Alors, pour moi, c'est ça la trilogie. J'adore. Voilà. J'aime prendre des risques et j'aime ça. D'accord. Alors, bon, après, je peux pas entendre ça sans vouloir un peu m'intéresser. En tout cas, tu puisses faire découvrir ça. En quoi c'est une trilogie, les 3 albums de Christophe Ripper? Tout simplement parce qu'il a sorti 3 albums entre 1993 et 1996, donc 93, 94, 96. Et en fait, chaque nouvel album était meilleur que le précédent. Et puis ensuite, ensuite, il a arrêté la musique, etc. Et les séries Premier baiser, etc. et ses suites se sont terminées. Mais en tout cas, il a sorti 3 albums que moi j'aime beaucoup. Mais comme je le disais tout à l'heure sur le Club Dorothée, que j'ai découvert quand j'avais 17-18 ans, parce que quand j'étais gamin, je m'intéressais pas trop à la musique. Et en fait, les textes ont été écrits par Christophe Ripper et par Bruno Le Milin qui joue Monsieur Girard dans Premier baiser. Donc c'était assez rigolo. Oh, c'est pas vrai. Si. Et donc, il a fait mieux que C'est un amour de vacances? Un amour de vacances, c'était dans son premier album, donc il a fait beaucoup mieux. Oui. Et ouais. C'est le single, là, peut-être. Okay. Est-ce que c'est le meilleur titre de l'album ou pas? Oui, je pense, ouais. Le premier album est un peu bof, donc ouais, c'est le meilleur titre. Bon. Et à toi, Léo, si je te dis trilogie, tu penses à quoi? Ah oui, mais moi, j'ai été un peu déroutée parce que tu m'as posé cette question et moi, le premier truc qui me vient quand on me dit trilogie, je pense trilogie du samedi, enfin, forcément. Donc, je pense pas forcément trilogie triptyque, 3, ah non, mais c'est libre, c'est un peu libre, c'est libre association, voilà, c'est. Donc voilà, donc moi, ça m'a fait penser à ça immédiatement et à mes soirées, télé, ado. De ce que je regardais avec seul ou avec mes copains et tout ce qu'on a pu s'enfiler de Buffy, de X-Files, de choses comme ça, Charmed et compagnie, et que c'était juste un délice et un plaisir. Alors, si t'en es d'accord, Léo, on va se garder un petit quiz, la trilogie du samedi en fin de chronique. Ouais. Là, je voulais un peu, une fois, bon. Là, c'était une présentation un peu générale. Bon, forcément, moi, la trilogie, quand on me dit trilogie, je pense forcément au Seigneur des Anneaux, parce que généralement on dit la trilogie du Seigneur des Anneaux et qu'on dit pas quasiment pour les autres. Moi, ce qui me venait après, c'était le Star Wars, mais en même temps, Star Wars, on dit Star Wars, et ça suffit à dire que voilà. Et puis maintenant, il y en a 1, 2, 3, 9, 10. Si on rajoute Rogue One. Non. 3 x 3. 3 trilogies, oui. Et ce qui me vient aussi après, c'est Le Parrain, forcément. Oui, bien sûr. Parce que ça fait partie des grandes œuvres un peu connues au niveau du cinéma. Alors, je vais vous poser la question. Alors, dans ce qu'on connaît, dans ce qui nous vient à peu près comme ça de la trilogie, est-ce que c'est plutôt des coups marketing ou c'est des volontés de développer un univers? C'est dur comme question. Mais c'est une émission exigeante, pardon. Les deux, mon capitaine. Ça dépend pour quelle trilogie. Par exemple, Star Wars, je suis désolée d'y revenir, c'était pour développer l'univers. Après, par exemple, même si je les aime beaucoup, les Retours vers le futur, je suis pas sûre qu'il y avait pas un peu des deux. Ah, Julien, t'en penses quoi? En fait,
pour moi, c'est obligé d'être lié au marketing et tout ce qui est argent, etc. Parce que un film ne peut être une trilogie. Enfin, ça peut devenir une trilogie que si le premier a bien marché. Et à part pour des adaptations comme Le Seigneur des Anneaux où il y a 3 livres, donc du coup ils vont faire 3 films. Ils ont fait 3 films. Et après ils ont joué sur ça, sur Le Hobbit, alors que Le Hobbit il y a qu'un seul livre. Le Hobbit, il n'y a pas 3 films, hein, oui. Enfin, il n'y a pas 3 livres. Ouais, il y a pas 3 livres, c'est ça. Mais effectivement, alors pour revenir sur le Retour à le futur, en fait, c'est que les deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Retour à le futur 2 et 3 devaient être un seul film à la base, et en fait, ils l'ont coupé en deux parce que il était trop long. Et en fait, les deux sont sortis quasi à la suite, enfin à quelques mois d'écart au cinéma. Et en fait, c'est tellement bien ficelé. C'est tellement bien ficelé qu'on peut même pas dire que c'est un coup marketing ou quoi que ce soit. Et c'est sûr que Robert Zemeckis et Steven Spielberg, ils avaient quelque chose en tête au moment du premier, parce que c'est super bien ficelé, quoi. Et moi, j'aurais même tendance à un peu différencier les films tirés de la littérature, où là aussi les choses qui sont très inscrites, et les films qui sont tirés d'un scénario original. Parce que là, j'avais fait un petit peu j'ai noté les trilogies les plus connues. Donc, à la base, il y avait les Star Wars, même si on veut dire que c'est trois trilogies différentes. Il y avait Retour vers le futur, Le Parrain, pour une poignée de dollars aussi, qui revient souvent. Ah, j'ai plus les noms. La Brute et le Truand, et pour quelques dollars de plus. Et l'autre, je l'ai plus. Oh, c'est dommage. Je l'avais. Sinon, il y a Indiana Jones, Jurassic Park et Matrix. Oui. Ça, c'est les plus connus. Et justement, on voit, par exemple, pour Star Wars et pour Indiana Jones, j'aimerais qu'on puisse aborder un certain point, si est pour les fans, pour en revenir, pour les fans qui sont exigeants, si on voit pour ces films-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une trilogie qui a été faite, ensuite il y a eu du temps qui est passé, et il y a eu un espèce de retour avec un 4e, 5e, 6e film qui est arrivé, et on voit que généralement les fans sont assez mécontents parce que eux, ils ont l'impression qu'ils retrouvent pas les choses, les émotions ou l'intérêt des premiers films. Est-ce que c'est quoi votre positionnement par rapport à ça? Vous dites qu'il y a des choses qui sont intouchables et que on va dire le 4e, vous les regardez pas, vous dites qu'il y a rien à perdre, vous dites quoi? Alors je vais commencer. Alors pour moi, effectivement, il y a des choses qui sont intouchables et qui devraient pas être poursuites. Mais il y a toujours, on revient sur ce côté marketing ou je ne sais quoi qui fait que pour gagner de l'argent facile entre guillemets, on va faire une suite. Mais sauf que ces suites aussi, elles sont demandées par les fans, c'est-à-dire que les fans, ils peuvent pas dire je veux une suite, et quand elle sort, alors, ils peuvent être déçus bien sûr, mais aussi il faut savoir que quand on découvre Star Wars à la fin des années 70 et à la fin des années 90, les fans du début, ils ont plus le même âge, ils ont pas la même expérience de vie, c'est plus les mêmes techniques de cinématographie, etc. Donc c'est normal que ce soit différent. Après, est-ce que les producteurs auraient pu faire mieux? Bien sûr, oui, totalement. Ton avis, Léo, sur les choses? Le 4e est-il forcément à jeter? Le 4e n'est pas forcément à jeter, mais il est souvent déceptif. Voilà. Mais après, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Juju, c'est que oui, il y a quand même une attente, il y a quand même des choses. Après, effectivement, il y a du temps qui passe, les gens changent, ce qu'on fantasme et ce qu'on veut et ce qu'on a vécu, les sensations que ça nous a procurées, c'est plus exactement les mêmes. Après, on peut garder le même esprit, on peut garder des choses. Voilà, enfin moi je pensais particulièrement effectivement au Star Wars avec la musique notamment qui nous accompagne même dans les nouveaux épisodes ou les choses comme ça où je suis pas toujours fan de tout bref, mais que je regarde quand même avec plaisir parce qu'il y a des espèces de rappels voilà qui se font par des petites choses, des espèces de clins d'œil, ça marche. Pas toujours bien. Parfois, c'est aussi très subjectif. Après, je pense qu'on pourrait, maintenant qu'on a fait quand même ce constat où les 4e sont souvent en dessous, que les producteurs quand même se mettent un peu plus au taf sur les 4e. Ça ferait pas de mal. Alors, moi, comme ça, j'ai pas en tête de 4e qui vont sortir, mais à part peut-être le Matrix, on sait qu'il y en a un nouveau qui est en préparation, mais
Je vais revenir, moi, Star Wars, c'est toujours un bon exemple, et au même, je revenir sur une discussion qu'on a pu avoir Julien tous les deux, c'est, moi, je suis pas un grand fan d'Indiana Jones, hein. Bon, c'est un monument, mais voilà, c'est pas trop mon truc, mais Julien, tu disais, les Indiana Jones, il y en a 3. Il n'y en a pas 4, il y en a 3, et j'ai déjà entendu ça ailleurs. Tu peux un peu, c'est bien toi qui avais ce positionnement-là. Oui. Alors en fait, c'est pas vraiment un positionnement, c'était plus une blague par rapport à l'épisode de South Park où il y a l'épisode 4 qui sort et ils ont tous l'impression de s'être fait violer par Indiana Jones. Mais d'un côté, c'est vrai que le numéro 4, il est sorti quoi? Il est sorti 18 ans après le troisième. Indiana Jones, il a plus le même âge, etc. Ça finit sur des délires SF totalement chelou. C'en est un, mais ça fait partie de la saga parce que c'est le personnage, ça a le nom, ça a la musique, ça a l'acteur, ça a le réalisateur, etc. Mais moi, le 4 n'est pas dans mon coffret trilogie Blu-ray et ça me va comme ça, quoi. Oui, mais c'est comme les Die Hard. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Le Die Hard 4, excusez-moi, il est acheté aux chiottes à la poubelle et il faut tirer la chasse après, quoi. Enfin, franchement, moi, j'adore Bruce Willis. Voilà. Ah non, mais enfin, il y a un moment, faut arrêter on peut pas tout se permettre non plus. Enfin, voilà, le Die Hard, il y avait aussi une certaine ambiance, des trucs et des machins. Pour moi, c'est une des meilleures trilogies que j'ai vues. Ça me faisait crever de rire et je les regarde toujours encore. Voilà, avec des paillettes dans les yeux. Et le 4e, pourquoi? Et pourquoi? Oui. Pourquoi? Alors, si tu dis ça, heureusement que tu n'en es pas avec les Rocky, parce que Rocky, il a même plus de numéro. Maintenant, c'est que Rocky, il n'y a plus besoin de numéro, on ne sait pas, c'est un préquel, c'est un truc comme ça. Mais justement, pour revenir au gros mastodon et aux vaches sacrées, j'ai envie de dire, chaque fois j'ai l'impression que non seulement il faut faire des trucs nouveaux, si on fait du à l'ancien, on dit il y a rien de nouveau. Si on fait des trucs nouveaux, ça va pas parce que ça vient désacraliser les choses. Et si on fait du fan service, ils vont dire c'est du fan service pour alimenter les rayons du Disney Store. Et je trouve ça assez compliqué. Bon, même si Star Wars c'est à part parce qu'ils ont un merchandising qu'il n'y a pas sur les autres, mais Quelle est ta question? Je pointais juste la difficulté d'avoir un regard à peu près lucide sur les suites et sur les suites des séries vraiment classiques, parce que maintenant il y a même l'idée de reboot, c'est-à-dire que on efface tout, on recommence, donc comme ça au pire on peut partir sur d'autres choses. C'est la mode du multivers, c'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose dans un univers et puis on refaire la même chose dans un autre univers, et ça c'est une tentative de surfer tout en évitant le bad buzz, selon moi. Comme les préquels, hein, c'est pareil. Sauf que l'avantage du préquel, c'est ça peut permettre de comprendre ce qu'on a bien aimé. Donc à la limite, ça peut donner des réponses. Donc il y a un intérêt, si ce n'est artistique ou comment dire, ou artistique ou esthétique ou scénaristique, ça permet d'avoir des réponses sur ce qui va se passer après. Mais je cherche des préquels. Il y a eu quoi, Alien? Il y a eu un préquel. Oui. J'en cherche un autre. Julien, t'as une idée? Comme ça? Là, j'ai rien qui me vient en tête, là. Voilà. Non, on n'a pas préparé les préquels. Non, pas les préquels. Ouais, moi non plus. Non, mais le Bilbo l'Hobbit, c'est un préquel. Oui, c'est un préquel. J'ai trouvé un. C'est pas un vrai préquel parce que c'est une histoire en fait, c'est pas la même. Le roman existait avant le roman du Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Mais en fait, ça amorce le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Bilbon, c'est voilà. Alors du coup, pour répondre un peu à la question d'origine, pour moi en fait, c'est une question que je me suis souvent posée. Pour moi en fait, il faudrait même pas toucher à ces choses-là. C'est-à-dire que les fans veulent une suite, les fans veulent du nouveau, etc. Mais avec tous les scénaristes qu'ils ont à Hollywood, tout l'argent qu'ils ont, etc. Pourquoi pas créer des nouvelles choses en fait? Pourquoi ils essayent de relancer des choses? C'est la facilité en fait. Alors que ils pourraient créer des nouvelles choses au lieu de faire des suites. Comme ça, tout le monde serait content. Personne ne râlerait parce que qui créent leur propre univers, qui créent leur propre truc, comme tu dis, avec tous leurs moyens. Moi, je fais aussi un appel à la création. Il y a un moment où, c'est bon, ça va. On va pas presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Il y aura toujours. Ça répond à la demande. C'est du marché.
fait. Ça, Oui, on non, peut mais en c'est penser ça. ce qu'on en veut. Oui, mais si c'est au détriment de la qualité, ça sert à rien en fait. Dans ces cas-là, par exemple, voilà, bah qu'on en fasse des bouquins, qu'on élargisse les univers, qu'on vérifie si ça se tient en littérature, etc. Plutôt que d'abreuver de trucs de films. Enfin voilà, qu'on se tourne vers la création, vraiment. Mais de toute façon, ça se vend, donc ils vont continuer. Ah oui, oui, oui. Et on voit, on a bien vu en tout cas sur les derniers Star Wars où le réalisateur il s'est fait virer, il devait en faire 2, il marque 3. Oui. Là, Franck, t'as quand même des réactions inopinées. Une tentative de thème Star Wars. Enfin, en tout cas, voilà, si le public aime pas un film, voilà, on voit bien que l'état-major de Disney a un peu embauché l'autre réalisateur pour venir un peu réparer, et donc avec l'impression que c'est vraiment un petit peu rabiboché et un mélange pour trouver une fin et avec beaucoup de fanservice. Mais je voulais vous demander, dans votre classement, alors avec un maximum de mauvaise foi, hein, bien entendu, mais parce que ce serait quoi, selon vous, vos trilogies préférées? Alors, tout style confondu. Non, mais moi, je laisse la parole à Julien. Ah, ok. En restant sur le cinéma, moi vraiment les trilogies qui m'ont le plus marqué quand j'étais enfant et qui pour moi sont toujours celles de meilleure qualité, c'est vraiment Indiana Jones et Retour à le futur. Voilà, moi je resterai sur ça. C'est vraiment des valeurs sûres et voilà. T'as un troisième? Allez, un troisième. J'ai même pas de troisième. Non, je suis désolé. Bon, on va dire les 3 albums de Christophe Ripper. Voilà. Ça, je pense qu'on peut pas C'est déjà pas mal. Voilà. On peut pas te les retirer, cela. Exactement. Et toi, Léo? Bah moi avec Julien, on a à peu près le même âge, donc moi je suis à peu près sur les mêmes trucs. Après moi j'ai aimé pas des trilogies justement, ce n'était plus, c'était des films, c'est devenu des trilogies, puis c'est devenu pareil. Moi je rajouterais certainement Alien. Il y a des choses aussi que j'ai beaucoup aimé étant gamine, les Jurassic Park aussi, t'en parlais. Il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé, que je garde dans mon cœur et qui sont pas une trilogie, c'est les Predators. Ah si, ils ont fait en plus après des Alien Predator ou des trucs improbables. Oui. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Mais sinon, oui, effectivement, je suis raccord. Oui. Bon, avec la mauvaise foi, donc on peut aussi, t'as parlé de franchise, mais parce que des fois il y en a qui vont aimer dans les Rocky, qui vont aimer 1, 2, 3, et après ils vont se dire que voilà. Ah, et les Die Hard, bien sûr. Bah oui. Il y en a tellement. Moi, je pourrais t'en citer il y en a énormément des autres. Bon, moi très rapidement, moi je suis forcément Star Wars. Je vais mettre Le Parrain et en troisième, je sais pas. Allez, peut-être Retour vers le futur. Non, Le Seigneur des Anneaux. Star Wars. Le Parrain, c'est excellent. Bon, Léo, il nous doit nous rester quelques minutes. Vas-y, trilogie du samedi. Vas-y, je voudrais que tu arrives à me citer 5 séries que tu adorais dans la trilogie du samedi. Jarod, Buffy, Charmed, X-Files, et il m'en manque encore, ou j'ai dit les 5 là. Je sais pas ce que je regardais d'autres. C'était pas dans la trilogie, c'était aussi le truc de science-fiction qu'il y avait après là. N'essayez pas de régler votre téléviseur. Qu'est-ce que c'était ce truc là, cette série? Oui, ils sont fait. Au-delà du réel. Au-delà du réel. Mais c'était pas dans la trilogie, je crois. Twilight Zone. Ouais, c'est ça. Mais ça, ils ont fait un reboot et je crois que c'est sur Netflix et c'est pas mal. Julien, non? Moi, je regardais un peu quand j'avais que ça à faire le samedi soir, mais du coup, effectivement, tout ce qui est Buffy, Charmed, Alias, etc. Mais moi, j'ai surtout bloqué sur Charmed parce que c'était 3 jeunes filles mignonnes qui convoyaient faire des trucs de magie et tout, donc de la sorcellerie, mais voilà quoi, Charmed. Alors je crois qu'il y en a des autres qu'on aurait pu citer qu'on n'a pas fait. Moi, Caméléon, je sais plus si vous l'avez cité. C'est Caméléon. Ah, j'ai dit Jarod, mais c'était Caméléon, pardon. Et La Sentinelle. Il y a La Sentinelle, il y a Prison Break, Sentinelle, Stranger, Stargate. Quand même. Bien sûr, Stargate. Smallville, Roswell, Numbers, NCIS, Missing, les disparus sans laisser de traces, c'était pas mal. KLXY, non? Ouais. Oui. Ouais. C'était gentillet. C'était gentillet. Ouais. Mais, et en tout cas, il n'y avait pas l'X-Files dedans. Je pense qu'une fois, il faudra qu'on fasse un petit sujet sur les séries un peu fantastiques, parce qu'il y a des choses comme ça qui déroulent de Twin Peaks, de tout ça, et
Ça pourrait être intéressant de faire un sujet là-dessus. Autre chose, bon, nous on a dit les trilogies, on va pouvoir passer à la suite. Ah oui. Alors, allons-y. Il nous reste, on va avoir un peu de temps encore pour parler des coups de cœur des chroniqueurs. Donc on y va, jingle, coup de cœur. Jingle, coup de cœur. Coup de cœur. Alors, la séance coup de cœur, c'est-à-dire que chacun d'entre vous va pouvoir prendre la parole pour faire une proposition de son coup de cœur que dans différents domaines, ciné, séries, jeux vidéo, ou ce qui l'intéresse en tout cas. Voilà, vous avez 1 minute, 2 minutes pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Qui veut commencer? Julien, tu veux commencer? Allez, je vais commencer. Du coup, pour ne pas changer, mais toutes mes interventions ce soir seront quand même liées au Club Dorothée. Donc, je vais vous parler de la réédition du manga Sailor Moon, dont le premier tome est sorti le 14 octobre dernier. Donc, c'est l'Eternal Edition, donc vraiment édition de luxe avec des pages de couleurs, plus grand, hardcover, etc. Donc, c'est sorti aux éditions Pika. Et si vous avez un peu de chance, votre libraire, enfin actuellement il est peut-être fermé, mais sinon votre libraire, il a peut-être reçu des marque-pages qui ne sont pas dans toutes les librairies et qui se revendent à prix assez fort sur Internet. Et Julien, est-ce que tu peux présenter à peu près Sailor Moon? C'est ce que je vais faire. Sailor Moon, en fait, ce sont 5 collégiennes japonaises qui, c'est vraiment des japonaises en lambda. Donc il y a la personnage principale qui est Sailor Moon, qui dans la vie de tous les jours s'appelle Usagi et en français c'était Bunny, qui est vraiment la mauvaise élève qui passe son temps à dormir. Il y a ensuite Sailor Mercury qui est la bonne élève, etc. Donc du coup 5 collégiennes japonaises qui en fait sont les réincarnations des guerrières Sailor du système solaire. Et en fait donc elles récupèrent leur pouvoir suite à la rencontre de deux chats, donc qui sont Luna et Artemis, et qui sont en fait un peu les mascottes du manga, qui vont révéler leur pouvoir. Et en fait, grâce à ces pouvoirs, en fait, elles vont pouvoir combattre les démons qui veulent conquérir la Terre. Et c'est quoi leur pouvoir? Leur pouvoir, en fait, le prisme lunaire. D'accord. Merci. En fait, leur pouvoir, il y en a une qui a un pouvoir d'eau, une autre qui a un pouvoir de feu, etc. Donc c'est aussi lié, c'est lié un peu à ces éléments-là. Et en fait, ce qui est assez fun, c'est que leur QG à ces 5 guerrières, c'est une salle d'arcade. Donc ça c'est assez rigolo parce qu'à l'époque, dans les années 90, en fait, c'était mal famé. C'était surtout des garçons qui allaient dans les salles d'arcade. Et là, on a ces petites collégiennes de 14 ans qui s'y trouvent. Donc pour revenir sur ce volume, en fait, il comporte un chapitre de plus que l'édition précédente qui était sortie en 2012. Et ça va nous permettre en fait de découvrir ou redécouvrir un classique du manga japonais, donc du genre Magical Girl. Donc Magical Girl, en fait, c'est donc, comme son nom dit, c'est des jeunes filles avec des pouvoirs magiques. Donc comme un peu Sakura, chasseuse de cartes, ou Creamy Mami, donc dans ce genre-là. Et Sailor Moon en plus a un côté Super Sentai, donc un peu comme Bioman et Power Rangers, avec plusieurs guerriers qui sont des couleurs différentes et des pouvoirs différents qui combattent ensemble. Ok, merci pour ce coup de cœur détaillé. À toi, Léo. J'entends un truc en fond. La préparation cool en plus. Hein. Franck nous fait des petites interventions, ça le. C'est le générique en français de Sailor Moon chanté par bien sûr Bernard Minet. T'as de la chance que t'as de la chance que Julien soit pas à côté, mettre un générique en français. Vas-y Léo, t'as la parole parce que je vois que l'heure tourne et oui, alors moi très rapide, le dernier coup de cœur, la dernière chose que j'ai vue et qui m'a vraiment plu, donc je suis un peu en retard, c'est la série Dark. Qui est trouvable sur Netflix, qui existe depuis 2017. Désolée, j'ai 3 ans de retard. Mais j'ai eu une vie très, très, très remplie. Voilà. Donc la série, c'est je vais écorcher leur nom, ça va être horrible. Baron Boodar, et Janse Fries. Non, mais j'adore les Allemands, mais là, j'y arrive pas. Non, vraiment. Mais voilà, donc c'est allemand. Vous aurez reconnu à mon accent. Et mention spéciale pour la musique de Ben Frost qui est juste énorme. Le générique, il est génial. Voilà, donc c'est sur 3 saisons. On suit l'histoire de 4 familles en fait dans un espèce de village, une ville
qui s'appelle Wieden en Allemagne, qui est près d'une centrale électrique. Et en fait, à partir de là, il y a des disparitions d'enfants, des choses un peu étonnantes, et l'enquête fait que on va aboutir en fait à des voyages temporels, à des boucles temporelles, et on va remonter en fait les arbres généalogiques de ces familles et voir à quel point en fait elles sont liées, entremêlées, et c'est assez dingue sur le scénario justement. Voilà, moi je voulais faire une petite mention spéciale sur la qualité du scénar qui est quand même dingue, sur la sobriété aussi de la série, parce qu'on n'est pas dans des il y en a mais on n'est pas sur des effets spéciaux de tarés, et voilà, contrairement à ce que Netflix nous abreuve en ce moment, voilà, de beaucoup de scénarios pourris avec des jolies images et des choses comme ça, des super costumes, c'est super, hein, c'est très bien, ça se laisse regarder, c'est du bon divertissement, mais c'est un peu pauvre. Mais je trouve que là, cette série, elle est vraiment ouf, elle est vraiment dingue, et donc j'invite les gens, s'ils ne l'ont pas vue, à se faire des nœuds au cerveau comme moi et à voir ces 3 saisons-là. Effectivement, moi j'ai vu. Tu l'as vu, Julien? Ouais, je valide aussi. J'ai vu la première saison 3 fois, la deuxième saison 2 fois, et la dernière saison quand elle est sortie. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il me semble que Netflix a annulé la suite. Hein. Il n'y a pas de suite. Il y a que 3 saisons. Hein. Ah bon. Ouais, ça finit vraiment à la fin de la saison. C'est fini. Ouais. D'accord. Ouais, c'est fini. Je crois que j'avais lu, parce que pour préparer l'émission, je regarde pas mal de trucs, et je pensais que c'était encore une série qui était annulée par Netflix. Autre chose a échappé à ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de saisons de séries qui ont été annulés alors qu'ils avaient des audiences pas trop mal. Tu montres ton pouce, Franck. J'ai 1 minute pour vous dire à quel point j'ai adoré la série La Révolution sur Netflix. Alors, c'est peut-être pas la série de l'année. Non, Léo, j'ai trouvé que c'était une bonne série. On voit très peu de séries françaises. En tout cas, j'en regarde très peu. Je pense que c'est la meilleure série française que j'ai vue depuis Zone Blanche. C'était une très bonne série, je trouve. Voilà, c'est dispo sur Netflix. Il y a 8 épisodes. En fait, le thème c'est la révolution, mais ce que je trouve intéressant, c'est pas un truc historique. Vous attendez pas à voir en sortir un petit peu. C'est pas un livre d'histoire du tout. Les villes, les villages. Ah non, pas du tout. Qui sont moches comme tout. On a l'impression que voilà, c'est un téléfilm d'M6. Mais l'histoire est pas mal parce que il y a une vraie écriture et une introduction de choses paranormales et horrifiques dans la Révolution, et je trouve ça très intéressant. Voilà, Pat Le Guen me fait des gestes, c'est le temps de se dire au revoir, donc il me reste à remercier chaleureusement Julien de sa participation et Léo de sa participation aussi, ainsi que Franck Pat Le Guen. J'espère que l'émission vous a plu, on était en direct ce soir. Voilà, on vous souhaite de passer une bonne nuit, de continuer à regarder des trucs un peu sympas pendant le confinement. On a plus besoin de penser à autre chose. Voilà. Bonne soirée. Et à plus tard. Au revoir. Je sais où tu te caches. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pour voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en venant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Les mecs, allez, laissez-moi entrer. Alerte tout le monde, ouvrez. C'est Choco. Oh, j'ai libéré les 2 douzereaux. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.